Bonjour, je m'appelle Marilyn Durand-Lot. Dans ce podcast, je rencontre des Québécois qui ont choisi de quitter le Québec pour s'installer en Alberta. Ils nous inspirent par leurs parcours différents et leurs aventures uniques. Ils nous partagent plein d'informations aussi pertinentes qu'intéressantes, dans le but de nous inspirer et nous faire rêver, mais aussi et surtout pour mieux nous préparer à réaliser nos projets de migration vers l'Alberta. Bienvenue sur le podcast Expat du Québec en Alberta. Donc, bonjour Louis. Aujourd'hui, on parle à Louis Catudal, un résident de la région de Red Deer. Louis, toi et moi, on a pris contact sur Facebook grâce au groupe de Québécois qui habitent en Alberta. Dis-moi un peu, ça fait combien de temps que tu es résident de l'Alberta maintenant? Moi, je suis déménagé en Alberta en 2001. Comme bien des gens, c'est-à-dire on se lance dans une aventure et on ne sait pas où est-ce que ça va nous venir. On ne sait pas qu'est-ce qui va vraiment arriver. La mentalité, j'ai trouvé que c'était vraiment différent et que certains services en français, ça n'existe pas. Okay. Surtout dans la région rurale. Si on parle de Castor, on parle de Innisfail, peu importe. Dans les régions rurales, c'est extrêmement difficile. Et par contre, dans les centres comme Calgary, où est-ce que j'ai resté, il y a l'ACFA qui est vraiment active là, qui se trouve être l'Association canadienne-française de l'Alberta. Il y avait justement un café. Il y a des écoles francophones justement à Calgary. Donc, le fait français est plus prédominant à Calgary et aussi à Edmonton. Et en étant dans la région de Red Deer, dans une partie rurale, les services en français sont inexistants. On va être assez clair. Est-ce que même à Red Deer, où c'est une plus grande ville quand même, parce que Red Deer, c'est quoi, 100 000 habitants à peu près? Environ moins que 100 000. On a une école qui s'appelle École de la Prairie, mais c'est tous les étudiants qui se côtoient depuis la prématernelle jusqu'à montant. Donc, le réseau est vraiment comme en partie fermé, donc ça empêche les enfants de voir autre chose que les mêmes amis à chaque jour. Et au niveau, c'est-à-dire des ressources au travers de l'école de la Prairie, c'est extrêmement limité. Et souvent, les ressources viennent de Edmonton, parce qu'Edmonton, c'est là où est-ce que le grand centre des francophones, comme on pourrait dire, et toutes les décisions se prennent là. Et donc, à Red Deer, à l'école de la Prairie, sont extrêmement limitées. L'école de la Prairie existe depuis plusieurs années. Ils ont eu leur première école, il y a environ, je pense, 7-8 ans, si je me souviens bien. C'est une nouvelle école, mais ça a pris des années et des années avant qu'ils puissent avoir leur propre école. Okay. Et encore là, sur l'éducation à cette école-là, c'est-à-dire, c'est bien, mais c'est extrêmement limité. Et nous, on a décidé à un moment donné que l'école en français alternatif était beaucoup mieux. Pour bien des raisons. La quantité de services et de possibilités pour l'enfant, pour qu'il puisse se développer correctement. Quand tu me dis l'école français alternatif, c'est une école d'immersion française, si je comprends bien, c'est ça? Exactement. Au lieu d'être une école française, c'est une école d'immersion française. Donc, c'est la plupart des anglophones qui vont à cette école-là pour apprendre le français. C'est présentement la population à l'école Camille Le Rouge. C'est une population qui a environ peut-être 25% de francophones. OK. Qui va justement à cette école-là. Et il y a plusieurs avantages. Le suivi et l'aspect pédagogique aussi.
Okay? L'enfant n'est pas, c'est-à-dire, si je regarde mon plus vieux qui a 12 ans, il peut y aller faire d'autres sports, mais il peut joindre d'autres équipes. Il y a d'autres étudiants qui peuvent avoir une connexion. Okay. Et si je regarde mon deuxième, qui est beaucoup plus hyperactif, et il y a des problèmes d'apprentissage en partie, à l'école de la Prairie, il n'y aurait pas eu à avoir un suivi et un support pédagogique. Et on parle de conseillers, on parle de niveau de discipline, on parle de plusieurs aspects. Aussi, la différence qu'on pourrait aussi dire que l'école La Prairie, même que c'est dans un réseau catholique, elle se doit d'être ouverte à plusieurs facettes de notre société. Donc, musulmane, bouddhiste, peu importe. Et tandis que si on joint le réseau catholique de l'immersion française, OK, c'est vraiment catholique. Donc, si tu es chrétien, disons, tu es baptiste, mais tu peux y aller justement à l'école. Camille Leroux, pas de problème. L'enseignement religieux est beaucoup plus prédominant à l'école Camille. Et tandis que l'école La Prairie, c'est différent. C'est pas prédominant. Ce que je comprends, c'est que contrairement ici au Québec, il n'y a plus de religion dans les institutions, dans les écoles. En Alberta, c'est encore présent. C'est ce que je comprends. Puis, dans l'école où tes enfants vont, c'est une école catholique, donc l'enseignement religieux, c'est de l'enseignement religieux catholique. J'ai bien compris? Exactement. C'est en partie ça. Ils acceptent d'autres communautés comme les baptistes ou tout ce qui a rapport au christianisme. Les gens peuvent y aller. OK? La réalité est telle qu'en Alberta, c'est que c'est une province conservatrice qui voit aussi l'aspect religieux fondamental au développement humain. Et ce qui est vraiment différent. Je vais vous conter une histoire. Moi et ma femme, on était à un moment donné dans une ville rurale qui se trouve à être juste un instant. C'est pas loin de Castor. Et moi et ma femme, on se décide, tu quoi, on mange, on va prier. Finalement, on n'a pas été jugé. On n'a pas été mis, regarde, il est pris, c'est su, pas cette date, ça. Mais non, on a eu des personnes qui sont venues nous voir, dire, hey, wow, OK, c'est la première fois qu'on voit ça. Surtout des francophones. OK? Donc, moi, je me suis vraiment senti accepté à ce niveau-là. Mais faut être aussi réaliste quand il y a des choses qui se passent au Québec. Les francophones de souche québécoise sont pointés du doigt, surtout dans des secteurs de l'huile pétrolière. On est souvent pointé du doigt par rapport au choix que le Québec fait. Et encore là, c'est-à-dire, je crois que c'est un peu de l'ignorance, mais l'ignorance est aussi en partie au Québec, surtout au niveau des anglophones. C'est-à-dire, si on compare, et si les gens pensent de venir en Alberta ou même en Saskatchewan, disant, OK, on va avoir des services en français, tout va y aller bien, la vie est rose, je crois que c'est une mauvaise vision des choses. Très mauvaise vision des choses. À moins d'être dans un grand centre, comme soit Calgary ou Edmonton, la partie rurale est loin d'être développée. OK. Dans le fond, ce que je comprends, c'est que
de ma vision à moi, si on choisit de migrer vers l'ouest, l'Alberta, la Saskatchewan, dans ces régions-là, à la base, il faut s'attendre à ce qu'il y ait moins de services en français parce que la langue principale, c'est l'anglais. La communauté francophone, c'est à peu près 2 que je lisais là, en Alberta. Donc, tu sais, c'est vraiment pas la majorité. Donc, ce que je comprends, c'est que si on a vraiment besoin d'avoir des services en français parce qu'on a des enfants ou vraiment la langue, c'est vraiment un trigger là, pour nous, on est mieux d'aller vers les grands centres, Calgary, Edmonton. Là, on va être mieux servi en frais de services en français de communautés francophones. Et Totalement. si on va dans les régions plus rurales, ben il faut s'attendre à s'adapter à la langue et à la mentalité là, qui est un peu différente de nous au Québec, en fait. Là. Puis si je me dis, ben en fait, souvent, on quitte le Québec parce qu'on est tanné de la mentalité au Québec. Donc, faut ouvrir nos horizons, en fait, là, pour s'en aller en Alberta. Tantôt, tu me disais, quand il se passe des choses au Québec, dans le milieu pétrolier, les Québécois vont se faire montrer du doigt ou vont se faire... As-tu un exemple précis? Est-ce que les Québécois sont quand même bien vus en Alberta? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faudrait savoir pour pas faire d'erreurs? Écoutez, comme dans n'importe quoi, vous gardez la religion, la politique et des choses pour vous. OK? C'est-à-dire, mets-toi pas de la politique, tu n'auras pas de problème. Mm-hmm. OK. Mais la politique, pour moi, l'Alberta, ce côté-là, ça a été beaucoup plus positif parce que quand je suis déménagé justement en Alberta, je voulais y aller justement à un endroit où ce que c'était des valeurs conservatrices. Et au Québec, je pouvais pas justement vivre une façon conservatrice. Et si tu es conservateur et tu viens dans l'Ouest, tu vas être très bien accepté, mais il ne faut pas se leurrer. La communauté anglophone au Québec est vraiment choyée. OK. Et souvent sur Facebook, tout ça, et je le mentionne, c'est que si on aurait juste le tiers des services que les anglophones ont au Québec, on serait heureux. OK? Et à ce niveau-là, c'est-à-dire, à part de ça, c'est-à-dire, on a des espaces verts, c'est illimité, comme on pourrait dire. Mm-hmm. OK? Et les endroits à visiter, c'est illimité. Parce que près de Red Deer, on est à environ 2h30 de la Colombie-Britannique ou justement des montagnes. Et même à partir de Calgary, on peut voir les montagnes. Et à chaque saison, on peut voir les montagnes qui changent de manteau. L'automne, l'hiver. Et c'est vraiment fantastique à ce niveau-là. Même pour les sports, c'est vraiment extraordinaire pour l'hiver. C'est magnifique, en effet, les Rocheuses. Pour y avoir vécu quelques mois dans les Rocheuses dans ma jeunesse, c'est vraiment magnifique. Là. C'est extraordinaire de voir qu'on peut voir ça à tous les jours en se levant le matin. Toi, Louis, tu fais quel métier, quel travail tu fais? Okay. Moi, j'étais camionneur et je suis devenu un camionneur délusionné. Okay. Et j'ai retourné à l'école et j'ai gradué en toxicomanie et service à la communauté. Et présentement, c'est-à-dire, je viens juste de finir ça. Et niveau de travail, il y en a du travail. C'est pas la problématique. Et travailler en français, oubliez ça. Okay. Dans le secteur du camionnage ou même en santé mentale. OK, c'est tout en anglais, ça se fait. Et si tu veux vraiment travailler en français, ça prend des entreprises où ce qui recherchent des personnes bilingues. OK. Et souvent, ces entreprises-là sont basées soit au Québec ou en Ontario. OK. OK. Donc, avec la COVID, avec le télétravail, c'est devenu plus facile de se trouver un emploi vraiment plus bilingue à ce niveau-là. Mais
ce qui a trait de la santé mentale et des services de soins en santé pour les francophones. Écoutez, ça fait 20 ans que je suis ici. J'ai trouvé un médecin, c'est-à-dire un chirurgien, qui va faire je suis censé d'avoir une opération, et c'est la première fois en 20 ans qu'il y a un médecin qui me parle en français. OK, OK? quand même. Donc, exactement. C'est un chirurgien qui a gradué justement de McGill, l'université McGill, un anglophone, mais qui parle très, très, très bien français. Quelque chose qu'on s'aperçoit, moi puis ma femme, c'est que le mouvement qu'il y a eu avec le convoi, qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font la transition entre le Québec et l'Alberta. Je trouve ça vraiment super, mais il y a des gens qui disent, ben, est-ce que les gens du Québec vont venir emporter leur bobo ici? C'est une bonne question, hein? C'est une très bonne question parce que on part d'un milieu où on n'est plus bien, hein, puisqu'on part pour s'en aller dans un autre milieu, mais il faut être prêt à laisser nos bébites au Québec, puis d'arriver dans l'Ouest avec une grande ouverture, hein, puis de l'adaptation. Exactement. C'est une grande adaptation, mais tout est faisable. Moi, quand je suis déménagé en Alberta, je suis déménagé seul. J'avais personne, pas d'amis. Et j'avais connu j'ai un de mes oncles que j'avais jamais connu, qui s'est fait assimiler, donc plus anglophone maintenant que francophone. Okay. Et le premier 6 mois, première année, là, j'ai trouvé ça dur. Vraiment dur, parce que c'est loin du Québec, loin de ma famille, tout ça. Mais après un an, c'est-à-dire, tu t'y fais. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile? Est-ce que c'est l'adaptation de la langue? Ton anglais était comment quand tu es parti du Québec pour migrer vers l'Alberta? Mon anglais était très bien. Il est toujours très bien. Et avant de déménager dans l'Ouest canadien, je me suis dit, jamais je vais perdre mon accent français. Et M. Gilles-Proulx avait dit de quoi? Une personne qui perd sa langue, c'est perdre ses racines. Et j'ai refusé de perdre ces racines-là. Et ma femme, qui est albertaine, qui a suivi des cours de français en immersion, qui a été même à Trois-Rivières, et elle a jamais pensé qu'elle allait se marier avec un francophone un jour. Et finalement, nos enfants sont parfaits bilingues. Qu'est-ce qui l'a fait changer d'idée? Je crois que les francophones, c'est-à-dire du Québec, on est beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus démonstratif. Okay. Et souvent, les gens aiment vraiment ça. Les conjoints et conjointes aiment beaucoup ça. Et c'est sûr qu'on a toujours notre tempérament francophone, mais au-delà de ça, on est vraiment chaleureux. Et quand on vit dans une province anglophone comme l'Alberta, je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, c'était vraiment important de montrer aux autres que oui, il y a le Canada anglais, mais il y a aussi le Québec. Et tout Québécois qui vient, ou Canadien français, du Nouveau-Brunswick ou peu importe, se doit d'être un bon ambassadeur de leur province, malgré qu'il y a eu une discorde au niveau des politiques ou façon de faire de cette province-là. Et quand je me suis marié ici en Alberta, je me suis fait comme but d'enseigner à ma famille au Québec que oui, on peut parler français ici, tu ne te feras pas juger. Et est-ce qu'il va y avoir des incidents? Oui, il va y avoir des incidents. Mais au-delà des incidents, je crois que c'est extrêmement bien. Quand tu parles d'incidents, tu veux dire quoi? Des fois, des gens qui ne seront pas contents parce qu'on parle en français ou…
C'est des gens, c'est-à-dire qui vont... quand tu restes dans un petit endroit, comme Innisfail ou Castor ou peu importe, Tree Hill, le fait français n'existe pas. Mm-hmm. OK, on se leurra pas, là. C'est ça la vérité. Quand tu t'en vas à Red Deer, dans un plus grand centre, moi, je parlais à un moment donné avec mon garçon, mon premier garçon, tout ça, et une dame m'a approché. Puis elle m'a dit, comment se fait que tu parles en français à ton garçon? T'es pas gêné? C'est-à-dire, j'ai regardé la dame qui était plus âgée. J'ai dit, madame, l'ignorance, c'est de se fermer au monde. L'ignorance, c'est se frapper à un mur et ne pas regarder au-delà de son petit patelin. Mm-hmm. Et j'avais suggéré à la dame, j'ai dit, pour vous encourager, madame, vous éduquer, allez justement peut-être y aller au Québec ou y aller prendre un bon café parce que là, vous m'avez vraiment insulté. Mm-hmm. Et la dame est partie et je ne l'ai plus jamais revue. Donc, ça n'a pas été une grosse affaire. Mais dans les grands centres comme Edmonton ou Calgary, j'ai jamais eu de problème. Jamais de problème. Okay. Puis, tu sais, en fait, c'est qu'il y a des gens qui se mêlent pas de leurs affaires, tout simplement. Ça, il y en a partout dans le monde, hein, pas juste en Alberta. Il y en a aussi au Québec. Fait que dans le fond, c'est que il y a certaines personnes qui peuvent juger, mais c'est pas la majorité, c'est ce que je comprends. C'est que ça peut arriver des fois qu'il y en ait comme ça, mais c'est pas quelque chose qui est récurrent dans la vie à tous les jours. Y a-t-il d'autres défis que tu as rencontrés quand tu es arrivé ou maintenant encore que tu rencontres? Là, si tu me dis ça fait 20 ans, c'est sûr que là, tu es bien établi, ton adaptation, elle est faite, ta vie, elle est faite en Alberta. Mais quand tu es arrivé en Alberta, y a-t-il des choses que tu aurais aimé savoir ou des choses qui t'est arrivé que tu te câlines, ça, j'aurais aimé mieux que ça se passe différemment? Moi, c'est surtout les secteurs où je pouvais rester. Où ce qui était les points chauds, comme à Montréal, on a Montréal-Nord qui est un point chaud. Mm-hmm. OK? Et quand je suis déménagé ici, je ne savais pas. Je connaissais pas l'Alberta. Mm-hmm. Et je me suis lancé directement à cet endroit-là. OK, où est-ce que je vais? OK? Où est-ce que je trouve un logement? Où est-ce que je peux me sentir en sécurité? Et ça a été un défi. Et tu as toujours peur d'aller dans un secteur où est-ce que tu ne te sens pas en sécurité, où est-ce que tu vas te faire voler ou peu importe. Et quelque chose aussi que j'aurais aimé savoir, c'est que au Québec, quand tu loues un logement, tu n'as pas de mise de fonds. Mm-hmm. OK? Ici, tu as une mise de fonds. OK? Disons, on va dire qu'un logement, c'est 850 $. Mais à 850 $, il faut que tu mettes un autre 850 $. Donc, c'est un dépôt en cas de dommage. Un dépôt de garantie, là, qu'on appelle. Exactement. Et qu'est-ce que vous avez au Québec? Nous, on l'a aussi ici, mais le temps pour régler un litige, ça, c'est ce que j'ai aimé en Alberta, est beaucoup plus court et beaucoup plus... c'est pas un marché pour les locataires, c'est plutôt un marché pour les propriétaires. OK? Il faut s'entendre, là. C'est-à-dire, ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir aussi. OK? Au niveau aussi des assurances auto, comment je dirais ça? C'est comme avoir reçu un coup de massue sur la tête. J'avais une vieille voiture et on m'a demandé, pour s'assurer juste sur un côté, tu viens du Québec, si tu as eu quelques accidents au Québec, attends-toi de payer extrêmement cher. Okay. Ma première année, j'ai payé 2700 $ pour l'assurance sur un côté. Donc, ma voiture n'était pas assurée. Donc, l'autre personne était assurée. Et ça a été extrêmement difficile. Parce qu'à 2700 $, c'est plus que... Ça dépend dans quel domaine, là.
mais pour des gens, c'est plus que leur salaire d'un mois. Là. Oui, effectivement. Okay. Puis, ce qui explique la différence de prix, je sais qu'il y a une chose, entre autres, c'est qu'ici, au Québec, on a la paillette, là, l'assurance responsabilité civile qui est inclus dans nos plaques, permis de conduire, tout ça. C'est pour ça que nos plaques et notre permis nous coûtent beaucoup plus cher ici au Québec versus chez vous en Alberta. Mais c'est ce qui fait que les assurances, parce qu'il n'y a pas de no fault, en fait, là, en Alberta, c'est l'assurance qui va prendre en charge si la personne est blessée, etc., etc. Donc, au lieu qu'ici, c'est la SAC, en fait. C'est ce que je comprends. Ça, c'est une partie de l'explication. Y a-t-il autre chose qui fait en sorte que c'est aussi cher? Mais écoutez, c'est-à-dire, je crois qu'on... mais tout ce qui a par rapport de l'assurance, c'est régi par une association canadienne. OK. Qu'est-ce qui se passe en Colombie-Britannique ou peu importe, ça va affecter justement le prix des assurances. Mais en général, oui, le Québec est plus choyé au prix des assurances, mais au niveau de la taxation, pour le permis, c'est carrément, c'est-à-dire out of the chart, comme on pourrait dire. Nous, tu peux avoir un permis pour 2 ans en dollars de 100 $. Peu importe si tu as perdu des points. OK, au Québec, tu perds 8 points et tu payes ton permis selon le nombre de points que tu as perdu. OK, ce qui n'est pas le cas ici. OK? Donc, il y a vraiment une différence là, de vision par rapport à tout ça. Fait que il y a un montant qui est envoyé vers les assurances versus que nous, on le paye dans le permis et les plaques. C'est ce que je comprends. Exactement. Et vous avez aussi la surtaxe. Nous, on a juste une taxe de 5 la TPS. Ouais. Et à part de ça, on n'a pas de taxe provinciale. Okay. Est-ce que ça va venir? Je ne sais pas. Avec un gouvernement conservateur, j'espère pas. Mais si ça vient de... Exactement. On n'a pas de contrôle là-dessus. Mais avant que tu continues, Louis, j'aimerais juste savoir, parce que tantôt, tu me parlais des points chauds, ou habités ou pas habités. Ça, y a-tu moyen, y a-tu une ressource où on peut s'informer pour savoir quels secteurs sont sécuritaires, quels secteurs, ou tu sais, s'il y a des grandes lignes à suivre? Moi, je crois que, c'est-à-dire, c'est en faisant une recherche sur l'Internet et regarder au travers des agents d'immeubles. OK, les agents d'immeubles, ils peuvent justement vous informer sur les points chauds. OK. Et tout ce qui est, comme je suis plus au courant concernant Calgary, Marlborough, Forest Lawn, ça. Et c'est des endroits où tu veux pas y aller. OK. Dans le sud, c'est très, très bien. Il y a beaucoup de nouvelles constructions unifamiliales. Et encore là, c'est-à-dire plus que tu vas vers l'ouest de Calgary, plus cher que tu vas payer, naturellement. Puisque c'est les Rocheuses. OK. Exactement. Et aussi, quelque chose que j'ai trouvé difficile, c'est que l'accès aux hôpitaux était limité. Présentement, depuis 20 ans, j'ai pu voir un changement en Alberta. Au début, c'était extrêmement difficile. Si tu avais des problèmes de soins particuliers, c'était plus difficile. Mais depuis 20 ans, j'ai vu le changement. Mais on a eu notre premier hôpital pour enfants à Calgary, qui, je trouve, être un chef-d'œuvre. L'hôpital Foothill ont fait de gros changements. On a Peter Lougheed, l'hôpital Peter Lougheed à Calgary, qui je trouve être encore là très, très, très bien, qui ont vraiment évolué avec le temps. OK? Mais il y a 20 ans, c'était pas comme ça.
Puis actuellement, mettons, est-ce que c'est quand même, parce qu'ici, on a une problématique très importante au Québec au niveau d'accès aux médecins de famille. Actuellement, en Alberta, est-ce que c'est quand même relativement facile d'avoir un médecin de famille? La problématique concernant les médecins de famille, c'est pan-canadienne. OK? Okay. L'Alberta, malheureusement, ne fait pas elle fait partie de la problématique que le Canada a. Okay. OK? On n'a pas assez de professionnels en santé. Est-ce que l'attente est moins longue? Oui. OK. OK. L'attente reste quand même l'attente. Mm-hmm. Quand tu as mal, si tu as besoin d'une opération pour une hanche, ben attends-toi d'attendre peut-être moins longtemps au Québec qu'au Québec, mais tu vas attendre quand même. Mm-hmm. Mais il reste si on regarde... si c'est vraiment moins longtemps qu'au Québec, peut-être qu'on va trouver que c'est rapide en tant que Québécois. Exactement. Et quelque chose aussi que j'ai trouvé assez difficile quand que je suis déménagé en Alberta, c'est que je ne sais pas si vous l'avez vécu quand vous avez été à Banff, c'est un climat vraiment plus sec. Beaucoup plus sec. Surtout en région rurale. Souvent, parce que quand tu es né dans une province où il y a beaucoup d'humidité, donc tu n'as pas de saignement de nez vraiment en tant que tel. Et souvent, quand je suis déménagé ici, écoutez, c'est des saignements, là, c'était vraiment terrible. Là. Okay. Et naturellement, il a fallu que je prenne des choses, de l'eau diluée, peu importe, il y a une chose à la pharmacie. Et finalement, c'est-à-dire, au fur des années, le corps s'adapte. Et quelque chose aussi que j'ai trouvé vraiment difficile en Alberta, c'est qu'on a des Chinooks. Je suis certain que vous êtes au courant de ça. OK. Le Chinook, c'est un vent de l'ouest. C'est une terminologie autochtone qui dit vent chaud de l'ouest. Et tous ceux qui ont des problèmes de migraine, vous risquez d'avoir des gros problèmes. OK. C'est plus problématique à ce niveau-là. Exactement. Niveau, je sais que vous, les femmes, vous avez des problèmes, justement, en cause de vos cycles. Mm-hmm. Mais attendez-vous d'avoir des gros problèmes à ce niveau-là. Et plus qu'on est dirigé vers l'ouest et le sud-ouest, pas loin de Sherwood Park, qui se trouve être en Colombie-Britannique, vers la 3, l'autoroute 3, il y a des grands vents. OK. Et ces vents-là peuvent justement causer un certain débalancement. OK. Et il faut être vraiment réaliste. Il y a des vents là par ici qui sont assez forts pour renverser des camions, surtout dans le sud-ouest. OK. Donc, très venteux. Extrêmement venteux, oui. C'est là où, dans le sud de l'Alberta, Lethbridge, tout le bord, là, Cranston, pas Cranston, c'est en Colombie-Britannique, mais tout vers le sud, c'est là où on a beaucoup d'éoliennes. C'est là où il y a le plus de vent aussi. Ben, effectivement, s'il y a beaucoup de vent, là, c'est un bon spot pour les éoliennes. Maintenant, j'aimerais ça savoir, c'est sûr que là, ça fait 20 ans, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, mais quand tu es arrivé, tu disais que ça a été plus difficile, tu t'ennuyais de ta famille. Dans le temps, quand j'étais à Banff, on disait qu'on était homesick, là. Est-ce que de se faire des amis en tant que francophone, même si on parle l'anglais, est-ce que c'est quelque chose qui est plus difficile? Est-ce que c'est quelque chose quand même, parce que tu disais tantôt que les Québécois, on est plus chaleureux, les Canadiens anglais sont moins démonstratifs et tout ça, mais est-ce qu'au niveau de la connexion, pour se faire des amis, c'est quelque chose quand même qui est relativement possible? C'est extrêmement possible, c'est-à-dire tu peux avoir des amis qui peuvent... moi, j'ai des amis, ça fait au-dessus de 15 ans, 20 ans que j'ai. Et en réalité, ça fait 21 ans que je suis ici. Tu vas avoir des bons amis. Si tu es, comme on pourrait dire, social butterfly, des amis, tu vas en avoir à tonnes. OK. Si tu es plus réservé,
mais tu as qu'est-ce que tu as. OK. Dans le fond, ce que je comprends, c'est que c'est plus facile si nous, on va vers les gens. C'est ça que je comprends. Fait que si on s'intéresse aux gens, ça va être plus facile de créer un lien que si on est plus réservé et timide puis qu'on n'arrive pas à aller vers les gens, eux ne viendront pas nécessairement facilement vers nous. Est-ce que je comprends bien ce que tu me dis? En plein ça, parce que c'est aussi une question d'adaptation aussi. OK? C'est que si tu ne vas pas vers les gens, si tu ne veux pas t'impliquer auprès de la communauté, c'est là où l'adaptation dans ta nouvelle province va être beaucoup plus difficile. Et moi, c'est là où j'ai trouvé justement les ressources pour réussir en Alberta. OK? En m'impliquant au niveau de la communauté, soit au travers l'ambulance Saint-Jean ou peu importe dans qu'est-ce que tu veux t'impliquer. C'est là où tu peux justement te former ta toile d'araignée avec tous les contacts, tout ça, et avoir justement une vie saine et bien équilibrée. Fait que dans le fond, ce qui est un point qui serait à retenir puis à mettre en application une fois rendu là-bas, c'est de participer aux activités communautaires, s'impliquer des fois peut-être même en tant que bénévole, des choses comme ça pour justement rencontrer les gens de la communauté puis pouvoir tisser des liens. Totalement. Totalement. Ça serait vraiment le plus gros point. C'est-à-dire qui pourrait justement t'aider à l'adaptation. OK? Grosso modo, c'est-à-dire, si on regarde les grands points, c'est-à-dire, si tu viens ici en disant que tu connais tout, tu vas être rejeté. OK? Si tu penses, tu viens ici, que tout va être en français, tu vas être vraiment déçu. OK? Il y a plusieurs choses que quand vous êtes venu à Banff, je suis certain que vous avez côtoyé des francophones. OK? Et quelque chose que j'ai trouvé, c'est que les francophones qui viennent ici sont timides quand ils entendent du français. Ils ont peur justement d'aller voir. C'est-à-dire, mélangez-vous. Quand vous venez ici, tu entends du français, va voir les gens. OK? C'est vraiment quelqu'un qui va te donner un coup de main plus tard. OK? C'est vraiment quelqu'un qui va dire regarde, comme vous n'êtes pas maman, mais au début, j'attendais, OK, mais une famille francophone, mais une dame qui est arrivée, moi aussi, j'ai des enfants, mais elle donnait des trucs en français. OK? Donc, l'adaptation a été vraiment beaucoup plus facile et plus. Comment ça? Tu sentais qu'il y avait une connexion plus qu'avec un anglophone. Oui, parce qu'on se rejoint au niveau de la langue. Hein? C'est quand même quelque chose d'assez primaire, là, la langue, là, parce que c'est de cette façon-là qu'on communique. Puis on a une langue maternelle, on grandit avec ça. Donc, c'est sûr, quand on retrouve la même langue, c'est beaucoup plus facile de connecter parce qu'on s'exprime mieux dans notre langue maternelle, naturellement. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer autant d'anglophones que de francophones quand je suis allée à Banff parce qu'il y avait beaucoup, c'était quasiment tous des expats. Mais tu sais, il y avait beaucoup de gens du Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve, Colombie-Britannique, tout ça. Fait que c'était vraiment intéressant. C'était un mélange de cultures vraiment, vraiment le fun. Puis on était tous jeunes, là, fait qu'on ne se le cachera pas. Là, c'est bien facile avec de la boisson de se compter nos vies en parlant en anglais, même si on n'est pas bon. Là, c'est bien, bien, bien facile. Il y a une chose que je me souviens de ce moment-là, c'est que les Québécois étaient très appréciés au niveau de leur efficacité au travail. C'était qu'ils étaient perçus comme des gens travaillants. Est-ce que c'est encore perçu comme ça en Alberta, que les Québécois sont des gens travaillants? C'est toujours perçu comme ça. Faut aussi dire la réalité aussi, c'est que quand tu as des Québécois qui viennent puis ils travaillent vraiment, vraiment fort et que certains anglophones voit ça d'un mauvais œil. OK. OK, parce qu'il dit, ben regarde, tu viens ici, là, tu viens de voler ma job. OK? Mais je pense que c'est un peu dans n'importe quelle province, quand tu vas là pour travailler, OK, et que tu as du plaisir à travailler, c'est comment je fais ça? C'est une bonne chose.
une bonne chose pour l'environnement de travail, mais ça crée aussi des jaloux, malheureusement. Ça, c'est certain. Des jaloux, il y en a partout. Je pense que l'idée, c'est de bien s'intégrer, comme tu parlais tantôt, en s'intégrant et en se faisant des amis, c'est qu'on va quand même arriver à se faire un bon cercle social, même au niveau du travail. Là, je veux dire, je pense que si on s'intègre bien, on risque moins d'être mal reçu. Puis en même temps, il faut être ouvert. Il ne faut pas être arrogant, comme tu disais tantôt. Il ne faut pas arriver gros gens comme devant, puis moi, je sais tout, puis je vais tout vous faire changer ça ici. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut vraiment arriver avec de l'ouverture puis de la curiosité, je pense. Hein? C'est ce qui va faire en sorte qu'on va mieux s'intégrer. Exactement. Et on a toujours une crainte quand on vient du Québec et on s'en va dans une province anglophone, on se dit, les gens vont rire de mon anglais. Et mon expérience ici, ça a été carrément le contraire. Mm-hmm. OK? Les gens vont faire vraiment des efforts pour te comprendre. Et je crois que cette mentalité-là est vraiment bénéfique aux Québécois qui veulent venir ici. Comme ça, ils ne se sentiront pas jugés. Et ce qui n'est pas nécessairement le cas pour quand tu t'en vas dans certaines régions, là, c'est pareil comme au Québec, tu t'en vas probablement au Lac-Saint-Jean, puis tu as un côté un petit peu anglophone. OK. Mais partout en Alberta, je pense que mon expérience, puisque moi j'ai voyagé partout en Alberta, je connais très bien l'Alberta et notre pays, et je préfère toujours me résumer aux belles expériences que j'ai eues en Alberta. Mm-hmm. OK. Et souvent, c'est-à-dire, les gens vont m'appeler « Hey, Frenchie ». Si les gens te disent « tu es une grenouille », mais oui, je sais que je suis une grenouille. Et il faut vraiment que tu vois ça autrement qu'un insulte. OK? C'est une façon de parler. Okay. Et faut que tu t'adaptes. Et quelque chose que j'ai trouvé extrêmement difficile, et malheureusement, excusez-moi, c'est un peu vulgaire, c'est le doigt d'honneur. Mm-hmm. OK. Okay. Il se trouve être le salut albertain. OK. OK. Dans quel sens? Je veux dire, t'es le meilleur. OK. T'es numéro 1. OK. Peu importe les circonstances, mais le doigt d'honneur, c'est récurrent, c'est-à-dire si tu vas sur la route, puis si tu fais une connerie, ils vont t'envoyer le doigt d'honneur. Mais il faut que tu t'y fasses avec ça. C'est extrêmement dégradant, mais tu t'y fais avec le temps. Ça, c'est quelque chose que j'ai extrêmement eu de la misère. Ça peut emporter à justement des discussions où c'est vraiment serré, vraiment pas plaisant. Mm-hmm. Oui, je comprends. En fait, c'est que c'est un peu comme ça ici. En fait, au Québec, mon mari, il était camionneur, là, il vient de changer de métier, ça fait pas longtemps, mais fait que tu sais, il en a vu un puis un autre, là, des doigts d'honneur, justement, là, sur le chemin, là, c'est quand même quelque chose qui se passe régulièrement, mais tu sais, je pense en fait que ces gens-là, il faut juste pas attiser le feu puis tu sais, lâcher prise là, tu sais, continue ta vie puis je vais continuer la mienne. Là. Je pense que c'est la meilleure solution dans ces cas-là. Moi, quelque chose que j'ai remarqué, tous les nouveaux arrivants, peu importe de quelle province, peu importe la nationalité qui vient ici, ils ont tout un problème avec ça. OK. Avec le doigt d'honneur. OK? Okay. Si tu viens de l'Inde, j'ai eu des amis camionneurs qui viennent de l'Inde, puis ils ont eu le doigt d'honneur, puis ils voulaient arracher la tête du gars sa tête. Mm-hmm. Et malheureusement, c'est unique en Alberta. OK? T'envoies un, OK, salut, moi aussi, je suis numéro 1. Fait que, même entre amis, puis ils vont te le faire, donc juste pour des blagues. Encore là, il faut que tu le prennes avec un sens de l'humour. Puis, OK, un autre appel, s'il vous plaît.
Oui, puis tu sais, je pense qu'il faut s'attendre à ça, un choc culturel quand même si on est dans le même pays. Il reste qu'au Québec, on est vraiment une culture à part. Donc, c'est évident quand on arrive en Alberta ou dans les provinces de l'Ouest qu'il y ait un choc culturel un petit peu là. Tu sais, moi, je me souviens quand je suis arrivée en Alberta, tu sais, je voyais la différence avec le Québec sur la nonchalance. Tu sais, je voyais que les gens étaient comme moins stressés, moins c'est sûr que tu me diras, j'étais à Banff, là, dans un contexte quand même particulier, là. C'est peut-être pas la vie des gens de tous les jours en Alberta, mais il reste que c'était quand même ce que je voyais. C'était moins strict, moins tout dans une boîte, là. Je trouvais que moi, j'avais beaucoup apprécié ça, là, en fait, de mon passage en Alberta, là. Je trouvais que ça faisait vraiment du bien d'avoir un esprit plus ouvert, puis être moins stressé, là. Est-ce que c'est encore comme ça? Oui, c'est pas mal comme ça aussi. C'est-à-dire, tu peux rouler sur l'autoroute 2 qui se trouve être celle qui traverse l'Alberta pratiquement jusqu'à Edmonton, qui est vraiment plaisant à rouler. Et tu as toutes sortes de gens. Il y a des gens qui vont rouler à 110 dans la voie de gauche, mais en réalité, il y a des gens qui vont te pousser, qui vont rouler à 160, 180. Pas de problème avec ça. La limite de vitesse sur les autoroutes, c'est quoi en Alberta? C'est 110 sur les autoroutes. OK. OK. Et on a beaucoup de pick-up. La raison pourquoi on a beaucoup de pick-up, c'est que dans des espaces grands ouverts comme qu'on a, il te faut un véhicule qui peut y aller au-delà d'un 4 pouces de neige, là. OK? Comme nous, c'est-à-dire à Innisfail, c'est-à-dire on avait une petite Toyota. On a eu une tempête de neige, puis on est obligé de la pousser de la voiture. Okay. Parce que le déneigement, c'est pas comme vous avez au Québec. OK, explique-moi la différence. Mais au Québec, vous avez une tempête, ils vont nettoyer tout de suite. OK? Mais si on est à Calgary, dans les rues résidentielles, mais ils vont attendre qu'un Chinook va passer. Ils vont faire tout fondre de la neige, de la glace, puis peut-être qu'ils vont passer la charrue après. OK? Dans les régions rurales, malheureusement, c'est-à-dire la réalité est là, c'est-à-dire ça prend des gros véhicules, des véhicules qui clairent, ou ce que même avec un bon 6 pouces de neige, 6-7 pouces de neige, mais les véhicules peuvent passer. Puis les pick-up, c'est aussi un moyen de transport pour, disons, comme nous, on reste à Innisfail. Si on veut faire une grosse épicerie, ben, on va y aller, disons, à Calgary, tout ça. Mais le pick-up est vraiment utile. OK, on va y aller chez Ikea, on va faire plusieurs choses là, mais le pick-up, justement, sert de ça. OK? Étant dit que exactement. Si vous restez dans un grand centre, vous avez tout au complet. Et tandis que nous, dans les petits centres, mais il faut qu'on y aille à l'extérieur. Si on va à l'extérieur, il faut s'attendre à ce que, disons qu'on va, à partir d'Innisfail, on a, si je me souviens bien, 7 molécules météorologiques qu'on peut frapper. OK. OK. Et je vais vous donner un exemple. La journée, mais quand ma famille est venue du Québec pour mon mariage, on a eu les 4 saisons en 3 heures. Pelaille, quand même. OK. C'était au mois d'octobre. OK. Et les gens ont dit, wow, OK. Tout était beau. Il faisait comme 15-16 degrés. On bougeait vers le sud. Il faisait chaud. On se dirigeait vers les montagnes. On a eu de la neige. OK. Puis de la neige. Puis encore de la neige. OK. Et donc, si tu roules sur la 2, donc tu vas frapper des grands vents, tu vas frapper des tempêtes de neige et tu sais jamais à quoi t'attendre vraiment en tant que tel. C'est pas une chose coulée dans le béton que tu vas dire, OK, je m'en vais à un endroit, il va faire beau. Je pense que tu vas être vraiment déçu. Au niveau de la proximité avec les villes, toi, à Innisfail, je crois que tu es plus près de Red Deer? Oui.
Est-ce qu'à Red Deer, parce que tantôt tu disais, quand on va aller faire des grosses commissions, on va à Calgary. Est-ce qu'à Red Deer, on retrouve quand même beaucoup de choses comme un Costco, Canadian Tire, Walmart, pour nommer que ceux-ci, mais ce qu'on voit dans nos villes moyennes ici au Québec? Exactement. On peut y retrouver ça, sauf qu'on n'a pas de grandes bannières comme IKEA. OK? Les grandes bannières comme ça, on a une épicerie qui s'appelle Canadian Superstore, qui justement, si je me souviens bien, c'est avec Provigo. C'est la même structure, ou Maxi. On a ça. OK? Et on a justement un Home Depot, on a un Lowe's. Sauf qu'au niveau de la variété des produits, OK, il faut que tu y ailles dans les grands centres. Il ne faut pas s'en cacher. Parce que le Canadian Tire que tu vas voir à Red Deer, ce n'est pas nécessairement la même diversité que tu vas voir le Canadian Tire à Calgary ou à Edmonton. OK, quand même. Puis un Canadian Superstore, ça, à ma mémoire, j'en ai vu quand j'ai vécu au Manitoba. C'est comme un genre ça ressemble un peu au Walmart dans le sens qu'il y a de l'épicerie, il y a de la quincaillerie, c'est un gros magasin général. Non, c'est pas nécessairement. C'est plus comme Maxi et compagnie. Maxi et compagnie, vous avez. OK, c'est-à-dire, c'est l'épicerie, il va y avoir justement des pots, comme un Canadian Tire, mais il y a plus de nourriture que du linge ou ces affaires-là. Mais ils ne vendent pas de bois, ils ne vendent pas d'outils en tant que tel. J'en ai jamais vu. OK. Le Canadian Superstore, si vous aimez Maxi, mais c'est Canadian Superstore aussi. D'accord. Ben moi, je vis dans un plus petit milieu ici. Là. Moi, je vis près de Drummondville. Puis les Maxi, c'est plus juste de l'épicerie, pharmacie. Là, ça s'arrête là. Il n'y a pas le côté plus Canadian Tire, là, comme tu me dis. Là. Peut-être que dans les grands centres, par exemple, c'est déjà comme ça, là, mais c'est rare que je me déplace dans ce coin-là. Au niveau de la température, tantôt, tu disais, on a des microclimats, on peut avoir 4 climats dans la même journée. Mais au niveau de la température générale, comparativement au Québec, j'ai vu qu'il y avait beaucoup moins de précipitations. Est-ce que c'est réaliste, qu'est-ce que je dis là? Si on veut, non, c'est pas vraiment réaliste parce que si on veut comparer, c'est-à-dire en étant un climat beaucoup plus sec, on a moins de neige qu'au Québec. OK. Okay? Mais quand on a. Mm-hmm. OK? On a eu une année où j'étais à Lloydminster, où on a eu du moins 60. OK? Donc, on a des températures qui vont vraiment basses, mais on n'a pas d'humidité. Ce qui est beaucoup plus facile pour les gens qui ont des problèmes d'asthme. Si on a des problèmes d'asthme, c'est beaucoup moins pire ici, ou d'emphysème. J'avais des gens de ma famille du Québec qui avaient des problèmes d'emphysème. Quand ils sont venus ici, on dirait que je respire. Oui, parce que c'est beaucoup plus faible. Je comprends. Si on retourne vers un peu le coût de la vie, on en a parlé un peu tantôt avec les assurances, mais j'aimerais ça savoir d'un point de vue global. C'est sûr que là, ça fait longtemps que tu as vécu au Québec, mais j'aimerais ça savoir, ça ressemble à quoi le coût de la vie? Tantôt, on en a parlé là, au niveau des taxes. Il n'y a pas de taxes provinciales, de vente provinciale actuellement. On a seulement que la TPS de 5 %. Puis au niveau des impôts, on sait que l'imposition elle est beaucoup plus basse en Alberta. Mais est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu le coût de la vie, à quoi s'attendre par rapport au logement, au déplacement, à la nourriture? OK. Ce qui a trait des logements, et au début, OK, je voyais une grosse différence entre le Québec et l'Alberta. OK? Il y a 20 ans, c'est-à-dire c'était un boom économique, l'Alberta. Et fallait que tu sortes ton portefeuille. Mm-hmm. OK? Pour un 3,5, en bas de 1100 $, tu n'avais rien.
qui avait de l'allure. OK? Et avec le temps, je crois que le Québec s'est rattrapé au niveau des prix. Donc, c'est comparatif. OK. OK? Donc, au niveau du logement, on peut s'attendre à payer un peu le même prix qu'on paierait ici au Québec. Là, c'est vrai qu'on a eu un gros boom, une grosse augmentation du prix des loyers là, dans les dernières années. Là. Exactement. Moi, qu'est-ce que j'ai réalisé quand que je suis déménagé en Alberta, par rapport, à Calgary, c'est comme ça, là, OK? J'ai vu une augmentation des frais de nourriture d'environ entre 12 et 18 de plus cher. Pourquoi? Parce que la concentration est beaucoup moindre qu'au Québec. Donc, le marché, plus que la demande est haute, moins que les prix vont augmenter. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé. Parce qu'il faut spécifier que l'Alberta, c'est environ la moitié de la population du Québec, là, grosso modo, là, en frais de population. Donc, la demande est moins grande. C'est ce qui explique que les denrées peuvent être plus chères parce qu'il y a moins de demandes là, d'importation, par exemple. Exactement. Quelque chose que j'ai aussi remarqué, c'est que la viande qu'on a ici en Alberta, c'est là où tu payes probablement, c'est-à-dire à environ peut-être un petit peu plus cher qu'au Québec, mais la qualité est vraiment là. Nous, on achète justement notre part d'un fermier, notre bœuf d'un autre fermier, et on achète beaucoup local. Et c'est sûr qu'en bout de ligne, on paye peut-être un petit peu plus cher, mais on a la qualité. Exact. Et il y a aussi un autre aspect, c'est que au niveau environnemental, et c'est quelque chose que j'ai réalisé aussi, c'est que vous, quand vous demandez des oranges, ça vient soit de la Floride ou de la Californie. Nous, ça vient plus de la Californie, vu qu'on est beaucoup plus près. Donc, si on regarde ça, le produit en tant que tel est beaucoup plus frais. Donc, si le produit est plus frais, donc tu vas payer plus cher. C'est pour ça aussi qu'on parle de prix plus élevés. Mais si, mettons, on dit on dit à peu près 15 mettons, pour faire une moyenne, là, 15 plus cher, mais en même temps, on a moins 10 de la taxe de vente qu'on ne paye pas ici, là, 9,75 machin. Donc, on peut s'attendre à avoir quand même une épicerie environ du même prix là, qu'on pourrait payer ici au Québec, étant au niveau de la facture totale, vu qu'on a une taxe de moins en Alberta, si je comprends. Exactement. Et quelque chose que les gens vont réaliser, et c'est là où moi j'ai été vraiment surpris, c'est la différence de prix concernant l'essence. OK, présentement au Québec, vous payez 1,88,9 dans ce coin-là. Dans ces eaux-là. Oui, OK. Et présentement, moi j'ai été mettre de l'essence à 1,61,9. OK, donc on parle de différence. C'est-à-dire, quand tu remplis ton gros bateau, mais ça va coûter moins cher qu'au Québec. Quand tu as un pick-up, justement, comme tu disais tantôt, ça vaut la peine parce que c'est des grosses tanks. Là. Nous, la dernière fois qu'on a tanké, ça a coûté au-dessus de 200 tanker le pick-up. Donc, ça fait une différence là, sur une grosse tank comme ça. Là. Puis en plus, si je me trompe pas, Jason Kenney a décidé de lever la taxe, une des taxes là, sur l'essence à partir du 1er avril là, pour aider justement à cause de l'inflation puis le prix la hausse générale des prix, là, si j'ai bien compris. Là. Donc, vous allez payer encore moins cher éventuellement là, pour un temps donné. Là. Exactement ça. C'est-à-dire, parce que l'inflation nous affecte beaucoup. Ici, je pense aussi au Québec, surtout au niveau des familles à faible revenu. Et maintenant, dans le domaine des personnes dans le besoin, je m'aperçois qu'il y a... les gens sont vraiment, vraiment affectés. Et je crois que le gouvernement Kenney a vu la problématique. Parce qu'il y a beaucoup, comme au Québec, il y a eu la COVID, mais vous avez une surtaxe sur la surtaxe. Et
Comme j'ai gardé une copie d'une facture d'essence que j'avais gardée quand j'étais au Québec l'été passé, et les gens sont toujours estomaqués. Comment se fait autant de taxes? Environ 1/3 de taxes sur l'essence. Oui, puis on taxe les taxes. Donc, Exactement, en plein ça. Et tu ne verras pas ça ici en Alberta. Ça, c'est le côté positif. Okay? L'autre chose aussi que j'ai vraiment aimé, quand je suis déménagé en Alberta, tu pouvais respirer, pas nécessairement la pollution. OK? Les espaces verts, il y en a beaucoup. Une personne qui vit comme à Montréal ou sur la Rive-Sud ou à Québec, OK, ils ont des problèmes de santé au niveau de l'asthme à cause de la pollution. Ici, oui, il y en a de l'asthme. Ben, c'est beaucoup moins fréquent qu'au Québec ou en Ontario ou même à Vancouver. Mis à part l'essence, les plaques, le permis qui sont moins chers, y a-t-il d'autres choses qui sont moins chères qu'au Québec là, pour nous donner envie? OK. Une autre chose que j'aime beaucoup, il y a beaucoup moins de réglementation quand tu as une maison. OK. OK. Parce que, donc, si tu as un poêle à bois, ben, tu peux chauffer ton poêle à bois. OK. Ah, ça, c'est fun. Si tu vas... Exactement. Au niveau des municipalités, surtout dans la région rurale, écoute, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire, au Québec, vous avez tellement de réglementation. Nous, on est parfait. C'est-à-dire, tu veux faire un feu, pas de trouble, vas-y fort. C'est sûr qu'il y a une saison des feux, là. Mais, grosso modo, c'est-à-dire, tu veux faire un party dans très court, et ton voisin est à 2000 de chez vous, là. OK? Tu n'as pas la police qui vient t'écœurer ou peu importe. Tu n'as pas une réglementation de la ville qui va t'empêcher de faire telle affaire. C'est sûr que si tu t'en vas dans une grande municipalité, comme on va dire Calgary, c'est sûr que faut avoir du savoir-vivre. Mais même encore là, la réglementation est beaucoup moins si on veut comparer à Montréal. Moins sévère, ou à Québec. dans le fond. Beaucoup moins sévère. C'est-à-dire... c'est plus comment je dis ça? C'est beaucoup plus libre que je trouve ici en Alberta qu'au Québec. C'est une bonne nouvelle, ça, parce qu'on cherche beaucoup ça, la liberté, là, depuis 2 ans. Là. On cherche beaucoup ça, les Québécois. Au niveau des maisons, j'avais entendu dire, est-ce que tu peux me confirmer que vous n'avez pas de taxe de bienvenue? Non, on n'a pas de taxe bienvenue. On est le bienvenu, mais ils ne nous taxent pas pour ça. Ça, c'est excellent. Puis au niveau des taxes municipales... Oui, vas-y, excuse-moi. Au niveau des taxes municipales, nous, on a une maison qui fait environ 3000 pieds carrés si on additionne le sous-sol. On paye environ 1100 $ de taxes par année. OK. On n'a pas une surtaxe. On n'a pas de taxe de bienvenue. Ce qui a trait des prix des maisons, mais le prix des maisons a beaucoup augmenté par la surenchère. Et ça, c'est pas juste lié au Québec, en Ontario ou en Colombie-Britannique. La réalité est là. OK? C'est-à-dire que si tu vas avoir une maison de 1500 pieds carrés, OK, la maison, c'est sûr que tu vas payer beaucoup moins cher qu'à Toronto ou Montréal, mais dans la région rurale, ils vont quand même suivre assez le marché. OK? Il y a aussi quelque chose ici que j'aime beaucoup. Quand je restais à Montréal, on avait les charmants rats. Les rats ici, les rats ne rentrent pas en Alberta. Il n'y en a pas de rats. Ils se font carter à la frontière, c'est quoi? En plein ça. On a une grosse ligne, là. Au sous qui passe, il y a un fil électrique. Ils sont morts. Qu'est-ce qui fait, en fait, qu'il n'y a pas de rats? C'est-tu parce qu'ils ont des prédateurs? Est-ce que... Ça, c'est une bonne question. C'est une question, je pense, qu'au niveau des fermes, des agriculteurs ne voulaient pas avoir justement ces bestioles-là dans notre cour. Et ils en ont fait une loi. OK. Et je ne sais pas si c'est comme ça en Saskatchewan, mais je sais que c'est comme ça en Alberta.
OK. C'est sûr qu'on a des souris, mais des souris, là, si tu fais attention, tu n'auras pas chez vous. Et des rats, là, oubliez ça. Quelque chose aussi, il faut être vraiment conscient, c'est que en étant dans un espace vraiment vert, on va avoir des coyotes, on va avoir des cougars, on va avoir, si ça va plus vers l'ouest, il va avoir des wapitis dans ta cour, vraiment. Du chevreuil, je vais vous conter de quoi. À Red Deer, OK? On a des chevreuils qui restent dans la ville. OK? Et tu vas rouler, disons, sur la rue Gates, et un chevreuil va passer. Tu vas passer sur la 32, il va y en avoir un autre là. OK? Faut être vraiment conscient comme quoi qu'il va y avoir justement soit des cougars, il va y avoir des lynx, il va y avoir des coyotes, oui, il va y avoir du loup. On a du chevreuil en masse, on a de l'orignal, tout ça. L'interaction entre l'humain et la faune est là. Il faut juste être conscient qu'ils sont là. Ouais, le wildlife est très important en Alberta. Moi, pour avoir vécu à Banff, je me souviens, moi, quand je suis arrivée, il y avait une alerte au cougar. Quand je suis partie, il y avait une alerte au grizzly. Mais moi, j'habitais sur Tunnel Mountain, donc j'étais vraiment là, dans le wildlife. Là, on peut dire ça comme ça. Puis, même les poubelles dans la ville, c'était toutes des poubelles anti-ours, bear-proof, pour être sûr que personne ne puisse ouvrir les poubelles. Mais est-ce que c'est un peu comme ça partout dans l'Alberta? Puis, est-ce que au niveau des animaux de compagnie, vu que la nature sauvage est très importante, est-ce qu'il y a plus de risques pour nos animaux de compagnie? Regarde, si tu as un chihuahua, là, puis tu restes près des montagnes, là, ça va être un bon repas pour un cougar ou un coyote. OK? Je crois que c'est... les animaux de compagnie, c'est pas un problème pantoute. Okay? Sauf qu'il faut vraiment que tu sois conscient dans l'endroit où tu t'en vas. Si tu t'en vas plus vers l'ouest, à Cochrane, tout ça, mais c'est sûr que tu vas avoir probablement du grizzly, tu vas avoir probablement du coyote, tu vas en avoir plus que si tu t'en vas à Calgary. OK? Et il faut être vraiment conscient de ça. Et il ne faut pas avoir peur, naturellement. Il faut juste être conscient que la faune est là. OK? Quelque chose aussi qu'il faut vraiment être conscient aussi, c'est que les gens qui veulent y aller justement dans le coin de Medicine Hat, ils disent OK, parfait, je vais aller m'installer à Medicine Hat. On a qu'est-ce qu'on appelle des serpents à sonnette. OK, c'est une des recherches au Canada où on a justement des serpents venimeux. Je pense que j'aime mieux les grizzlies finalement. Oui, OK. Et sur ce côté-là, c'est-à-dire, moi, j'ai pas entendu parler que des personnes s'avaient fait attaquer par un serpent à sonnette, mais il y en a là. OK. Il faut être vraiment conscient. Exactement. Et quelque chose aussi que vous allez retrouver aussi en Alberta, surtout durant l'été, il y a beaucoup, beaucoup de rodéos. Il n'y a pas juste le Stampede, OK, le temps du rodéo. Mais si tu t'en vas dans des municipalités comme Ponoka, Wetaskiwin, un peu partout en Alberta, si vous aimez les chevaux, si vous aimez le rodéo, ça, c'est un aspect positif. Le Stampede, quelque chose que j'ai remarqué au travers des années, que c'est devenu une... je vais vous le dire en anglais, c'est un tourist trap. Okay? Un attrape-touriste. OK. Où est-ce que ça coûte extrêmement cher? OK, c'est-à-dire, quand je suis venu ici, c'est-à-dire, pour rentrer sur le Stampede, tu as un prix d'entrée. Mais si tu achètes un billet pour aller voir le rodéo, ça va coûter environ, pour avoir une bonne place, 140 OK. 80, 140 $, mais naturellement, tu as ta bouffe, tout ça. C'est un beau spectacle, mais des fois, tu es aussi bien mieux d'y aller dans un petit endroit et avoir des gens qui vont faire la même affaire avec un moindre prix.
Puis, Et je suis quelque chose aussi d'accord, que... je suis d'accord avec toi, Louis, parce que moi, j'ai pas été au Stampede, mais j'ai eu la chance d'avoir un conjoint qui a fait partie du circuit de rodéo ici au Québec. Puis c'est un peu la même chose. Tu sais, si on compare, là, c'est peut-être pas aussi cher, mais tu sais, le rodéo à Saint-Tite, c'est un très beau show, mais c'est beaucoup plus cher que si on va voir le rodéo à Saint-Hyacinthe, par exemple, ou ailleurs, mais on a un aussi beau show à Saint-Hyacinthe ou dans une autre municipalité. Fait que c'est important à savoir. Ceux qui ont envie de voir ça sont pas obligés d'aller. Ils peuvent y aller au Stampede. Ça doit être une très belle expérience. Je vais moi-même y aller, mais que je sois rendue en Alberta. Mais ce que je veux dire, c'est que justement, comme tu dis, d'aller dans les plus petites municipalités où il y a d'autres, où il y a un circuit de rodéo. J'imagine que le circuit de rodéo dure plus longtemps qu'ici au Québec en plus. Donc, c'est pour ceux là, qui ont le goût de voir des cow-boys puis de voir des rodéos, là, c'est un bon endroit. Non seulement ça, au niveau des rodéos ici, quand tu t'en vas dans des petits endroits, il implique aussi la jeunesse. OK? Tu vas voir des jeunes embarqués sur un mouton. C'est ceux qui ont un casque, tout ça, sont bien protégés. Ça, cet aspect-là est vraiment super. On peut vraiment apprécier la culture ici, western, comme on pourrait dire. Et moi, qu'est-ce que je vais suggérer aux gens quand vous allez déménager en Alberta? Restez pas dans votre petit coin. Vous avez vu votre Québec, venez voir l'Alberta. OK? On a tellement de belles places. On a le village ukrainien, on a le West Edmonton Mall, on a West Asquin, on a un grand musée, c'est-à-dire ici, c'est les grandes fermes. Quand on parle de grandes fermes, quand vous êtes venu ici, on parle pas d'une ferme de 5-6 hectares, on parle de sections. OK? C'est-à-dire, il y a des fermiers ici qui ont environ une ferme environ 4000 par 4000. Là. OK? C'est-à-dire, c'est pas de la petite ferme, ça. Là. OK? C'est plus gros. C'est à perte de vue. Exactement. Et on a Dromedary qui se trouve être justement le plus grand et le plus beau musée de dinosaures canadien. C'est intéressant. On a justement le Lancaster. Si on regarde à Nanton, il y a plusieurs endroits où ce que vous pouvez justement visiter et apprécier. Oui, on a les montagnes, mais au-delà des montagnes, on a plusieurs choses. Comme tu peux justement y aller à Fort McMurray et visiter par là. OK? Et aller voir, c'est-à-dire, il y a des tours qui font soit en hélicoptère ou en autobus, tout ça. Est-ce que c'est abordable? Mais écoutez, c'est-à-dire, c'est toujours intéressant, mais il y a toujours un prix attaché à cela. Quelque chose aussi que je dois mentionner, OK? Les gens qui voudraient y aller beaucoup plus au nord, on parle de high level, OK? Faut être vraiment conscient qu'il y a des bisons par là. OK? Et que c'est de très belles bêtes, très belles bêtes, mais c'est comme un taureau, comme on pourrait dire. Ils n'aiment pas se faire câliner, là. Oui, exactement. C'est-à-dire, ça, c'est une réalité que les gens doivent réaliser que s'ils déménagent au-delà de high level, vous allez voir justement du bison. Et comment on peut savoir que du bison, c'est par l'odeur. OK. Ça a une odeur particulière? L'odeur d'un fumier, fumier. Et il y a aussi le fait que les bisons se rapprochent souvent des routes parce que c'est plus chaud. Et donc, les routes sont plus chaudes. Donc, tu risques justement d'avoir un gros accident. Et malheureusement, c'est rare que ça arrive, mais ça peut être le dernier accident que tu vas avoir aussi. Oui, parce que c'est un animal là, qui est assez imposant. Un bison, là, c'est pas comme un chevreuil, là, qu'on se le dise. C'est plus que 2000 livres là, minimum. Là. Ça, c'est sûr et certain. Là. Puis ça, c'est un petit à 2000 livres, probablement.
Vraiment, oui. Mais en fait, c'est que moi, ce que j'avais constaté au moment où j'étais à Banff, c'est que justement, la vie sauvage, côtoie beaucoup plus la vie humaine. Donc, il faut être beaucoup conscient dans nos déplacements qu'on peut rencontrer justement beaucoup plus d'animaux sauvages sur la route. Et j'imagine que ça fait partie de la conscience des gens, là, ceux qui habitent là sont conscients de ça, là, puis font beaucoup plus attention. Fait qu'il faut nous être plus vigilants là, en tant que Québécois qu'on n'est pas nécessairement habitués, surtout si on vit de façon plus urbaine. C'est sûr que quelqu'un qui vit à Québec ou à Montréal, en ville, n'est pas habitué de croiser des animaux sauvages sur la route. C'est sûr que si on vit au Saguenay ou dans d'autres régions du Québec un peu plus rural, là, on est plus habitué à ça, mais quand même, c'est rare qu'on croise des bisons. Si on en croise un, c'est parce que il s'est échappé de quelque part. Il y a justement une réserve qui se trouve être à l'ouest, à l'est d'Edmonton. On a justement une réserve concernant les bisons. OK. Et quelque chose qui est vraiment super, c'est non seulement que tu peux les voir, mais tu peux aussi en manger. Le bison, c'est extrêmement bon, meilleur même que le steak que tu t'achètes, le bœuf que tu achètes. Confirme, c'est très, très bon. Excellent, excellent. Ça, c'est fabuleux. Et quelque chose aussi que les gens vont réaliser au niveau de la faune, on a beaucoup de marmottes, des petites marmottes. OK. Les chiens de prairie qu'on appelle ici au Québec. En plein ça, les chiens de prairie. Et naturellement, c'est-à-dire, tu vas rouler sur l'autoroute, puis tu vas en frapper une quinzaine, puis pop, pop, pop. C'est comme un peu un petit nid de poule, et puis c'est tout. Et on a même un musée ici concernant ça. On a le musée de la marmotte qui se trouve être... je me souviens plus exactement l'endroit, mais justement, c'est tout petit, mais c'est vraiment cocasse. Une marmotte déguisée en autorite, tu as une marmotte déguisée en fermier, tout ça, c'est vraiment cocasse. Et il y a aussi une différence au ce qui a trait des marmottes, des chiens de prairie. On a des marmottes kamikazes. Oh! On a aussi... OK. Les marmottes kamikazes, c'est si vous allez dans le Montana, les autres ne regardent pas. Ça, c'est les marmottes kamikazes. Et on a les marmottes beaucoup plus intelligentes qui regardent les deux côtés, donc en Alberta. Ah, OK. Et on a les marmottes. Donc, les marmottes américaines, eux autres, qui n'ont pas appris à regarder des deux côtés de la rue avant de traverser. Non, c'est ce que je comprends. Les autres, ils traversent, puis on se fait écraser. Mais en Saskatchewan, c'est coup-ci, coup-ça, tu vas en voir beaucoup, mais ils sont vraiment cocasses, ils sont là, ils te regardent, puis ils regardent jusqu'à temps que tu passes, après ils vont passer. Ils vont traverser. De façon générale, Louis, tantôt on a parlé du coût de la vie, il y a des choses plus chères, des choses moins chères, mais de façon générale, est-ce que c'est quand même abordable la vie en Alberta, si on a un bon travail, est-ce que c'est quelque chose qui est viable ou si tout le monde tire le diable par la queue, là? Non, c'est très viable. Les gens qui déménagent ici ne veulent plus retourner au Québec. C'est une bonne nouvelle. Okay. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Si tu es capable de faire les efforts, de t'adapter ici et dire, regarde, OK, c'est ma nouvelle province, je l'accepte telle qu'elle, OK, tu vas très, très, très bien vivre ici. Très, très, très bien vivre. C'est-à-dire, au niveau que ce soit de la nourriture, au niveau du logement, tout ça, je crois que au niveau santé, tu vas gagner ici. Mm-hmm. Parce que tu n'as pas toute la pollution que vous avez au Québec. OK? C'est sûr qu'on a beaucoup moins de lacs que vous au Québec, sauf que si on regarde l'environnement en tant que tel, est beaucoup plus sain. Beaucoup plus sain.
Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle Exactement. au niveau de, tu sais, oui, au niveau de la pollution, mais au niveau de la nature, au niveau de, tu sais, des grands espaces, tu sais, c'est pour tous les amateurs de plein air, tout ça, là, c'est vraiment une belle place à découvrir, là, puis pas juste les Rocheuses, un peu partout, là. Exactement. C'est pas juste les Rocheuses, c'est si on regarde la vue d'ensemble, OK, mes enfants sont francophones, j'en ai 3, ils sont tous bilingues. Et les gens qui ont peur disent, mais OK, je m'en vais là, mais je ne sais pas si mes enfants vont pouvoir garder leur français. Oui, ils vont pouvoir le garder le français. Ça dépend de la maison. Si tu parles juste en français à la maison et tu laisses les enfants faire leur sport, comme ici, on a naturellement le hockey, mais on a aussi la crosse. La crosse, c'est un sport qui devient de plus en plus populaire. Okay. Qui est un sport vraiment physique, mais que les jeunes aiment beaucoup. OK? Et au niveau des activités, c'est beaucoup plus abordable dans des petits endroits. OK? On va dire à Calgary, ils vont payer environ 25 à 30 % plus cher pour faire de la crosse que dans un petit centre comme Innisfail ou même Red Deer. Red Deer est comparativement beaucoup moins cher qu'à Calgary ou Edmonton pour les sports. Est-ce que c'est un peu comme ça pour le reste aussi, tu sais, au niveau des logements, au niveau est-ce que c'est toujours un petit peu plus cher dans les grands centres, là, comme Edmonton puis Calgary? Malheureusement, c'est ça la réalité. C'est comme Montréal, c'est comme Québec. OK. Sauf que faut pas se leurrer. Les personnes, comme qu'on voit, c'est-à-dire à TVA, là, qui vont saccager justement des logements, malheureusement, ces gens-là ils vont avoir beaucoup de misère ici. Beaucoup. De toute façon, les auditeurs à qui on s'adresse, là, c'est toutes des bonnes personnes. Là. Nous, on ne veut pas envoyer personne qui n'est pas gentil en Alberta. Je faisais pas allusion à ça, mais les gens qui font des problèmes comme ça, c'est-à-dire la régie qui fait la réglementation concernant les logements ou même les maisons, c'est pas comme au Québec. Ça, c'est l'aspect positif. Nous, on est propriétaire, mais on est aussi propriétaire d'une propriété. Et souvent, on a gain de cause. Est-ce qu'on a perdu des causes? Oui. Mais dans n'importe quel litige, tu as des bons et de mauvais côtés. Et quelque chose que je voudrais aussi partager, de faire extrêmement attention. Il y a des gens ici on appelle ça des charlatans. Malheureusement, qu'il y a des francophones et aussi des anglophones que tu vas faire affaire. Il faut vraiment que tu fasses ton nid et que tu regardes tes ressources. OK? Et qu'il y a des gens qui vont essayer de soutirer des sous par rapport à OK, tu viens du Québec, il faut prendre avantage de toi. OK? Et malheureusement, c'est un peu ça aussi. Dans quelle situation? Est-ce que tu as un exemple à nous donner un peu, là? Écoute, je vais te donner ma première expérience, parce que moi, je fais affaire avec une institution bancaire, tout ça. Je m'en vais là. Il y a un gars qui m'approche, un francophone, justement, du Québec, puis il essayait de me vendre des choses, OK, qui n'étaient pas légales. Par rapport à l'institution financière, c'est ça, je comprends. Non, c'est-à-dire, j'y allais à mon institution financière. Okay. Il y a un gars qui essayait justement de vendre des choses qui avaient été volées. Ah, OK. C'est comme il nous arrive des fois dans un parking de centre d'achat ici. Le gars, il rouvre sa valise. OK. Donc, il faut être à l'affût de ça. Exactement. C'est aussi, si tu vas aussi pour les entrepreneurs ou l'achat de maison, encore là, c'est buyerware. OK? C'est-à-dire qu'il faut vraiment être conscient que malheureusement, il y a des personnes qui vont être malhonnêtes. C'est un peu partout. L'homme est l'homme. OK? Ce que je retiens de ce que tu me dis, c'est que vaut mieux avoir des références quand on fait affaire avec des nouvelles personnes pour être sûr de faire affaire avec des bonnes personnes. Exactement. Moi, qu'est-ce que je vais suggérer, c'est que
allez vers une référence, mais vérifiez votre référence aussi. OK. Parce que c'est pas nécessairement le cas. Une personne peut avoir une bonne expérience avec une personne et d'un autre côté, la même personne va avoir 10 plaintes au niveau des entreprises, mais elle fait un bon emploi là, mais sur l'autre côté, mais c'est notre affaire. Heureusement, aujourd'hui, avec Internet, les commentaires s'ajoutent rapidement. C'est quand même plus facile là, de trouver les informations si jamais la personne a eu beaucoup de mauvais commentaires sur ses services. Fait qu'on peut, on peut y aller de cette façon-là. Est-ce que on a fait le tour de plein de choses pendant notre discussion? C'était super intéressant. Vraiment, je suis vraiment contente. On a parlé de plusieurs choses. Y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas parlé puis que tu aimerais transmettre aux auditeurs du podcast? Oui, c'est-à-dire les gens qui sont vraiment attachés, mais les gens du Québec qui viennent ici, quelque chose que j'ai réalisé, c'est que moi, j'aime le caribou, OK? La boisson de caribou, OK? Et les choses qui viennent justement du Québec, c'est plus difficile à avoir parce qu'on a un libre-échange qui est déficient au Canada. OK. C'est que si tu emportes, disons que tu vas avoir une caisse de caribou du Québec, mais tu ne peux pas l'envoyer par la poste ou vice-versa parce que c'est réservé aux entreprises. OK. OK? Et ça, il faut être vraiment conscient, c'est-à-dire si tu vas avoir du fromage en grains, mais tu es aussi bien d'avoir une personne qui va justement visiter pour avoir la quantité que tu vas avoir et l'avoir dans tes bagages pour le transporter ici. Ça, c'est quelque chose que je trouve ça vraiment difficile. Toutes les bonnes choses du Québec qu'on aimerait emporter ici, tu ne peux pas les avoir vraiment nécessairement ici. OK. Comme du sirop d'érable, on ne trouve pas ça beaucoup en Alberta, hein? on va en trouver, oui, mais le prix est beaucoup plus cher. Est-ce que tu as une idée du prix d'une canne de sirop d'érable pour le fun? Non, parce que c'est... moi, je dépense, c'est ma femme qui paye. C'est bon. C'est pareil chez nous. Moi, je dis que c'est un échange équitable des tâches, hein? Une belle répartition. Il y en a un qui paye, puis l'autre, il dépense. C'est bon. Exactement. Non, mais dans le fond, ce que je comprends, c'est que c'est plus difficile de faire venir des aliments ou des choses là, qu'on aimait. Mais j'imagine que ça tend à changer avec la démocratisation là, d'Internet, puis tout ça, là, le fait d'avoir des envois. Y a-t-il quelque chose qui bloque à ce niveau-là ou si... Moi, je n'ai pas vu de changement en 20 ans, ce qui a trait des aliments que je voudrais avoir du Québec. Okay. Des poissons spécialisés comme le caribou. OK. Disons que je veux avoir du vin à l'érable. OK. C'est là où il y a une problématique par rapport au libre-échange canadien. Ben, avec la boisson, en général, on n'a pas le droit de, tu sais, même nous qui est proche de l'Ontario, si on veut aller acheter de la boisson au LCBO, on est limité dans la quantité, tu sais, on peut pas, mais j'imagine qu'au-delà de la boisson, tu sais, si on veut se faire venir un gallon de sirop d'érable, ben, on va payer le prix du transport, mais il reste qu'on peut quand même se faire envoyer du sirop d'érable. Il n'y a pas de réglementation là, de sirop, mais au niveau de la boisson, c'est vrai. D'une province à l'autre, il y a une réglementation qui nous empêche là, de faire de l'importation-exportation. Exactement. Au niveau du sirop d'érable, c'est-à-dire tu peux y aller à l'épicerie et tu vas en avoir. OK? Sauf que tu vas payer le prix. Exact. Et les gens qui s'ennuient de la cabane à sucre, mais malheureusement, s'il n'y a pas de festival francophone, mais tu n'auras pas de cabane à sucre. Je comprends. À part de ça, c'est-à-dire les gens, quand ils viennent ici, ils veulent plus retourner au Québec. Ça a l'air unanime quand même, hein? Dans les commentaires que je lis sur les groupes, dans ce que tu me dis. Fait que la vie est bonne en Alberta, c'est ce que je comprends. Malgré les difficultés qu'on peut rencontrer, là, la vie est bonne.
Oui, la vie est vraiment, vraiment bonne. C'est-à-dire, c'est-à-dire, on voit les espaces verts, on voit la liberté qu'on a. On voit aussi les files d'attente à l'hôpital beaucoup moins longues. Mais le fait français n'existe pas. Il faut être vraiment réaliste. OK? À part d'être dans un grand centre, malheureusement, c'est pas le cas. Écoute, merci beaucoup. Ce que je retiens de notre entrevue, c'est vraiment que les Québécois doivent partir du Québec avec un esprit ouvert, avec de la curiosité, avec l'envie de s'adapter à leur nouvelle terre d'accueil, qui est l'Alberta, puis d'aller vers les autres, de s'ouvrir sur le monde, d'aller vers les autres. Et d'avoir en tête qu'il faut absolument parler anglais pour avoir tous les services nécessaires qu'on peut avoir besoin dans une vie, parce que les services francophones vont être beaucoup plus limités dans les grands centres comme Edmonton ou Calgary. Je sais qu'Edmonton, il y a quand même plusieurs francophones et des associations, mais c'est ça, c'est qu'il faut faire preuve d'ouverture et on part du Québec pour plein de raisons. On a envie de changer d'air, ben il ne faut pas amener notre air du Québec en Alberta. C'est ce que je comprends. On amène juste la bonne humeur des Québécois. Juste vous dire, c'est-à-dire, si vous emportez votre côté socialiste Trudeau, OK, ça ne fonctionnera pas ici. Je comprends. OK? Et au niveau du déménagement, ça, j'essaie de sensibiliser les gens, OK, à ce niveau-là. Moi, j'ai toujours, quand je suis venu en Alberta, j'ai tout vendu. Mais j'étais célibataire, donc je pouvais le faire. Okay? J'ai pris ma voiture, j'ai emporté juste mon linge. À partir de Drummondville, à venir ici, on parle de 40 heures de route. Okay. Moi, qu'est-ce que je suggère, c'est qu'essayez de trouver un transporteur où est-ce que vous avez un caisson, où est-ce que vous pouvez remplir le caisson et l'envoyer ici. Ça, c'est la façon, ça va coûter environ 3 000 environ 3 000, 4 000 tout dépendant de la grosseur du caisson. Par contre, que si vous voulez faire le déménagement, apporter vos choses, tout ça, moi, qu'est-ce que je suggère, c'est que faut pas oublier, c'est-à-dire, si tu loues un U-Haul, mais naturellement, tu as l'essence du U-Haul et il va y avoir des frais aussi de retour. OK, on parle d'environ 4 à 5 000 aisément. Quand même. OK? Parce que tu as les frais d'hébergement, tout ça. Et quand que les gens partent comme ça, surtout avec un U-Haul, moi, qu'est-ce que je vais suggérer, c'est que d'avoir un cadenas qui va restreindre l'accès justement au U-Haul. Donc, c'est un cadenas où il y a une petite loupe où est-ce que tu ne peux pas rentrer justement des cutters ou peu importe. Okay? Il y a une protection anti-vol. Exactement, une protection anti-vol, même sur le volant. Okay. Là, on parle que si on loue un camion U-Haul, c'est ce que je comprends là. Exactement. Parce que là, on parle, ça doit être un très grand voyage. Là. On ne parle pas partir de Montréal pour y aller à Québec. Là, on parle de 40 heures de route, tout dépendant où est-ce que vous allez aussi. Oui, okay? Exact. Si vous décidez d'y aller à Edmonton, mais si vous déménagez en été, il n'y en aura pas de problème vraiment en tant que tel parce qu'il n'y aura pas d'embûches, il n'y aura pas vraiment de fermeture d'autoroute par rapport aux tempêtes de neige. Mais si vous décidez d'y aller en Colombie-Britannique en plein hiver, ben, on a des avalanches. Exact. OK? Donc, il y a beaucoup de... faut vraiment penser à la logistique et vraiment essayer de voir, peut-être réduire la quantité de choses que vous avez et emporter qu'est-ce que vous avez besoin et refaire tout ça là-bas. OK? C'est sûr qu'on a toujours des choses qu'on veut vraiment emporter. Mais ma suggestion, c'est que si vous voulez visiter le Canada, passer au travers de Hearst, tout ça, y aller, OK? Le U-Haul, c'est vraiment une bonne option avec vraiment une petite voiture, juste au cas où que, ben, je ne sais pas, vous passez par près de Hearst,
de North Bay ou peu importe, vous voulez voir telle chose, mais vous avez une certaine liberté. Exact. Okay? Et quand on parle justement, Regina, c'est là où que la GRC entraîne toute leur policiers. On a justement à Regina, il y a le musée de Al Capone durant la prohibition des boissons, tout ça. Il y a plusieurs choses que vous pouvez visiter, même sur l'axe principal, la transcanadienne. OK. Puis c'est ça, dans le fond, c'est que si on prévoit plus de temps pour notre voyage, qu'on n'est pas tout le temps en train de conduire, c'est qu'on peut faire quand même un beau voyage en montant. Là. Si on prend, je sais pas moi, si on prend 7-8 jours pour monter au lieu d'essayer de faire ça en 3-4 jours, on peut visiter des places puis apprécier là, le moment. Là. Exactement, c'est-à-dire tout au long, parce que moi, le seul endroit que j'ai pas visité, c'est le Nunavut et l'Alaska. J'ai été partout en Amérique du Nord, sauf le Mexique, naturellement. Et j'ai toujours trouvé que le Canada, c'est un grand pays, d'une beauté extrême. Et que même en Europe, on voit là, justement les affaires médiévales, tout ça, l'aspect de où que nos ancêtres viennent. Mais le Canada a des terrains tellement beaux. C'est incomparable. Tu peux pas avoir ça en Europe. Tu peux pas avoir ça nulle part autre. Ah, c'est clair. L'étendue qu'on a comme territoire, ça n'a rien à voir avec l'Europe. En Europe, il y a bien des belles choses à voir, mais ils n'ont pas le même territoire que nous. Là, c'est pas la même chose. Eux, ils changent de pays en dedans. Ils peuvent passer 2-3 pays dans la même journée. Là. Tandis que nous, c'est pas tout à fait ça qui se passe. Là. Juste traverser l'Ontario, ça prend une bonne journée. Juste pour vous dire, c'est-à-dire ce qui a trait du voyagement avec les enfants, moi, je ne l'ai pas fait en voiture. Moi, j'ai toujours voyagé en avion. Okay. Quand je partais de l'Alberta pour y aller au Québec. Pour ceux qui voyagent avec des enfants, la patience est de mise. Et avec les animaux domestiques, c'est aussi la patience est de mise aussi. Il y a aussi un aspect que j'avais oublié de vous parler. C'est que si vous avez un véhicule du Québec qui vient être immatriculé en Alberta, vous devez d'avoir une inspection du véhicule pour être en règle. OK? Et malheureusement, des fois, c'est-à-dire, je me souviens plus exactement le montant que ça pourrait coûter aujourd'hui, mais dans le temps, c'était environ 200-250 $ pour avoir un examen complet pour avoir la certification. OK. D'accord. Ça, c'est-à-dire, faut être vraiment aussi conscient qu'il y a des choses administratives que tu dois être conscient de ça. Okay. Est-ce que, dans ce cas-là, j'imagine, si, mettons, notre véhicule passe pas l'inspection, on est mieux de le vendre et de racheter un véhicule en Alberta, j'imagine? Moi, je pense que ça dépend. Je crois que ça dépend de ton attachement au véhicule. Mm-hmm. Et de la valeur du véhicule aussi. Exactement. C'est-à-dire, faut pas oublier que les véhicules au Québec, il y a beaucoup plus de sel. Nous, c'est plus de sable qu'ils mettent. OK? Et les véhicules sont beaucoup moins rouillés ici qu'au Québec. Okay. Et des fois, c'est-à-dire, tu es aussi bien achète ton véhicule ici en Alberta. Il y a des bonnes places, il y a des bons concessionnaires. Moi, je fais affaire avec Toyota et j'ai jamais eu de problème au niveau des véhicules, même seconde main. Tu vas avoir des véhicules de 15-20 ans ici. Ce même véhicule-là va avoir 40 ans vraiment au Québec par rapport à l'usure après 10 ans, 10-15 ans, par rapport au sel, tout ça. Si vraiment tu es attaché à ton véhicule, emporte-le, mais attends-toi de passer une inspection. Tu te dois d'avoir une inspection. Aussi, un autre aspect, je voudrais mentionner, au niveau des tickets, disons que tu pognes un ticket, disons, de stationnement. Mais nous, c'est comme ça à Red Deer. OK?
Disons que tu te parques à un endroit, c'est 90 $. OK. Si tu vas le payer, ça te coûte la moitié directement. OK. OK. Ça, c'est quelque chose que c'est vraiment plaisant. C'est que tu vas là, tu as eu un ticket de stationnement. Parfait. Tu vas à l'hôtel de ville. Tu t'en débarrasses tout de suite, mais tu viens juste de perdre 50% de la valeur du ticket. OK. Donc, si on le paye dans le délai prescrit, on paye 50% du ticket. Puis sinon, j'imagine, si on dépasse le délai, là, ils nous chargent le plein prix. Exactement. Si tu veux contester, ben, là, tu as les frais encourus. Moi, j'ai des amis. Les policiers sont beaucoup plus relax ici, en passant. Okay? Parce que, surtout avec la GRC. Avec la GRC, c'est-à-dire, disons que tu roules dans un endroit, puis que c'est tranquille, là, puis le policier te pogne en 30-40 km/h, puis tu n'es pas fendant, hein? Tu as une bonne chance d'avoir un bon break. Là. OK, un avertissement, mettons. Un bon avertissement où tu vas voir ton ticket, mais il va dire, regarde, j'ai le choix là, de te donner un ticket à 180 $ ou vice-versa, ou c'est-à-dire, il y a matière à négociation. C'est une question aussi d'attitude aussi. Mm-hmm. Donc, un autre point à cocher, là, c'est d'avoir une bonne attitude, d'être courtois. Ça nous aide. Là. Oui, les policiers à l'extérieur des grandes villes, OK, parce que si on regarde Calgary, on regarde Edmonton, ils ont leur propre service policier. Et comme à Montréal, comme Québec, ils ont leur quota. OK? Et dans les petites villes comme Castor, Tree-Hill, Drumheller, c'est toute la GRC. Et en général, les gars et les filles sont vraiment, vraiment sympathiques. Puis des fois, ils vont même t'arrêter, ils vont dire « Hey, comment ça va? » Puis ils vont jaser ça un peu. Puis tu viens de quelle région? Blablabla. Bla, bla, bla. Et ce que tu ne vois pas vraiment nécessairement au Québec. OK? Et il y a aussi une autre chose qu'on doit être réaliste aussi. Au Québec, vous avez, concernant les accidents, au Québec, vous êtes obligé d'arrêter. OK? Ici, tu n'es pas obligé. OK. OK? Si tu as un accident, OK, tu peux le reporter. OK? Mais c'est pas un acte criminel comme au Québec. OK. Okay. Je comprends. Écoute, merci. C'est tellement plein de belles informations. Je pourrais jaser avec toi toute l'après-midi. Vraiment. J'espère qu'on aura l'occasion de se rejaser à un moment donné. Je te remercie de ta générosité, Louis, d'avoir pris du temps pour moi puis pour nos auditeurs, pour tout nous expliquer ça. Puis je suis vraiment contente là, d'avoir fait ta connaissance, vraiment. Fait que c'est ce qui termine notre podcast. Oui, vas-y. Excuse-moi. Écoute, s'il y a des gens qui veulent vraiment se dire, avoir plus d'informations, j'ai des amis à Calgary qui peuvent justement aider à vraiment localiser à certains endroits. Même encore là, l'Internet, c'est vraiment fabuleux. Mais si vous voulez avoir plus d'informations, ma ligne est ouverte. Vous avez juste à me contacter et ça nous fera plaisir de vous aider à ce qui a trait concernant la logistique et des endroits à aller et ne pas aller. Parfait. Bien, si tu veux, Louis, ce que je ferai, c'est que je mettrai ton courriel dans la description du podcast. Donc, les gens pourront te contacter de cette façon-là ou d'une autre façon là, que tu choisiras, mais je pourrais mettre ces coordonnées-là dans la description. Pas nécessairement courriel, mais sur Facebook. Ah, OK, sur Facebook, parfait. Parce que les courriels que je ne connais pas, je ne réponds pas du tout. D'accord, je comprends. Ben, d'abord, on mettra le lien de ton profil Facebook et les gens pourront t'envoyer des messages privés. Parfait. Mais je vous remercie beaucoup et ça m'a fait plaisir de vous parler et d'aider les gens qui voudraient déménager dans l'Ouest canadien. C'est un plaisir partagé, Louis.